Alors, c'est la troisième fois que nous nous rencontrons par écran interposé. Cette fois-ci, nous allons parler des finances et de la fiscalité sous Louis XV et sous Louis XVI. Nous verrons d'abord la formation du roi, les idées générales qu'il pouvait avoir dans ce domaine. Et puis ensuite, nous étudierons le système de l'as, Lau, John Lau, qui est le premier système de papier-monnaie en France, puis, et qui va être une erreur, ou plus exactement qui va être un échec. Et puis nous verrons ensuite la situation générale des finances du Trésor royal au XVIIIe siècle. Et pour terminer, nous ferons un petit point tout spécial sur cette question de la corvée royale. Et ainsi, nous aurons une vision à peu près générale des questions financières, économiques au XVIIIe siècle et comment nous pourrons comprendre comment c'est une question importante qui a mis le feu aux poudres de dislocation de l'Ancien Régime. Une étincelle dans une sainte barbe, vous savez, la sainte barbe, c'est là où on conservait les poudres sur les bateaux. Alors, voyons tout d'abord la formation du roi, formation précoce pour Louis XV, sa première séance d'éducation politique avec le régent date du 26 août 1722. Louis XV a 10 ans. Et il va recevoir en même temps que la formation politique, la formation financière, fiscale. Il est instruit par plusieurs mémoires qui lui sont remis par le duc d'Orléans, qui les a commandés au sieur Fagon et d'Ormesson, des finances en général. Des finances en général, les frères Paris, des revenus du roi, ce mémoire a été perdu, et enfin Dodin, qui sera contrôleur général et qui est en fait un bon intendant des finances, des impositions. Ce sont des petits précis clairs qui vont marquer le roi Louis XV d'idées essentielles. 3. Première règle, la plus essentielle, dit-il, le roi ne peut être riche qu'en tant que ses sujets le sont. Donc, il faut que les sujets soient riches, il faut que l'économie se développe, et alors le roi sera riche. Et donc, et le roi sera riche parce qu'il pourra demander aux sujets plus par les impositions s'ils sont riches que s'ils sont pauvres. Deuxième règle, les facultés des sujets sont inconnues et nous n'avons aucun moyen de les connaître. Alors, les impositions seront réglées en fonction de l'examen des impôts supportés dans les temps passés. Combien les Français ont-ils pu payer? Alors, on pourra leur demander autant. Troisième règle, il faut savoir restreindre ses dépenses à ses facultés, ce qui paraît relativement simple. Mais ce qui peut être une politique handicapante, parce que si on considère que l'on doit restreindre les dépenses en fonction des facultés, des possibilités, alors donc on s'impose un train de vie selon les économies. Ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour développer l'économie. Les impôts, alors les impôts qui vont être le gros problème, la grande question du XVIIIe siècle, le système d'imposition est mauvais. Louis XV et tous les rois avant lui en ont eu bien conscience. Et là, on peut
dégager trois impositions, trois systèmes d'imposition, trois questions quant aux impositions. D'abord, la question de la taille personnelle qui est payée par les personnes, et non pas par les villes, parce qu'il peut y avoir des tailles collectives. Mais la taille personnelle. Le système de la taille personnelle est mauvais parce que cette taille est imposée arbitrairement par l'autorité qui fait une répartition, mais cette répartition, elle est arbitraire. Et donc, certains vont payer plus que d'autres en fonction, soi-disant, de leur prospérité ou de leur apparence de prospérité. On ne paye pas en fonction du revenu. Il n'y a pas de déclaration de revenu. On ne paye pas en fonction de ses propriétés. Il n'y a pas de cadastre. Alors on paye, voilà, en fonction de ce que l'on a pu payer jusqu'à présent. Mais d'une année à une autre, les récoltes peuvent être complètement différentes. Et l'année dernière, on était incapable de payer, et cette année, tout va bien, et on peut payer beaucoup plus. Et inversement. Alors, évidemment, tenir compte des impositions passées pour régler les impositions, pour fixer et régler les impositions présentes, c'est un système qui n'est pas foncièrement juste. D'où animosité à cause de cette injustice. Il y a une infinité d'abus qui sont créés par ce système de la taille personnelle, et cette infinité d'abus est impossible à détruire tant qu'on restera dans ce système. Deuxième, d'autant plus, bien sûr, que dans ce système de la taille personnelle, il y a des privilégiés. Il y a ceux qui sont abonnés et qui payent un fixe, alors qu'ils pourraient payer beaucoup plus. Mais l'avantage de l'abonnement, c'est qu'on est certain de toucher chaque année autant qu'eux, sans baisse, n'est-ce pas? C'est un fixe. Ce fixe, il est peut-être sous-évalué, mais il est certain. Et il y a les privilégiés personnels, c'est-à-dire la noblesse. Bon, et Louis XIV en est bien conscient, les nobles sont exempts à cause des secours que la noblesse donne à l'État par ses services personnels, et donc on ne peut pas remettre ceci en cause. Mais de fait, peut-être qu'il pourrait beaucoup plus. Ces nobles, ils pourraient donner plus. Ces services personnels, sont-ils vraiment des services? Ont-ils vraiment cette valeur? Deuxième question dans les impositions, la capitation. La capitation qui a été imposée en 1695, c'est un impôt de guerre, c'est pendant la guerre d'Augsbourg. Il est impossible de récupérer de l'argent en quantité suffisante par les moyens habituels, en particulier par la taille et puis par la création et la vente d'offices et aussi par les loteries. Bref, il faut plus, c'est la capitation, un impôt par tête, caput capitis. Et alors on a fixé 22 catégories de Français, et on a classé les Français dans ces 22 catégories. Et en fonction, on leur a demandé une contribution financière. C'est un monstre sans fondement, dira Louis XV. C'est un impôt de tyrannie, c'est un impôt d'occupation, n'est-ce pas? C'est comme si l'État occupait un pays différent du sien, avait conquis un pays différent et imposait un tribut de guerre. C'est un tribut de guerre, mais sur ses propres citoyens, sur ses propres sujets, et non pas sur les sujets de l'ennemi vaincu d'à côté. Alors la capitation est un monstre sans fondement. Et puis troisième question, c'est que il y a les fameuses exemptions de l'Église. C'est dû à sa pauvreté de jadis. Voilà ce qui vérifie, ce qui justifie, ce qui légitime cette exemption de l'Église. Et donc la pauvreté de jadis, l'Église, bien sûr, reçoit tout de la société temporelle sur le plan des biens matériels. Ces biens matériels sont peu de choses par rapport aux biens spirituels qu'elle donne. Donc c'est tout à fait légitime. Par ailleurs, l'Église est une société parfaite, elle doit donc pouvoir vivre indépendamment des autres sociétés parfaites, indépendamment du royaume. Et donc elle a le droit, et de fait, elle a le droit de posséder. Et elle possède.
Et elle possède de grandes propriétés, et ces propriétés sont à elle, elle est dans l'État, mais elle n'est pas de l'État, et donc l'État n'a pas à lui demander une contribution autre que ce fameux don gratuit qui a été imposé à Poissy, au colloque de Poissy, en 1561. Don gratuit qui est fixé tous les 5 ans et que les agents généraux du clergé lèvent sur eux-mêmes. Et cette assemblée générale du clergé, qui se tient tous les 5 ans, les années 5, c'est la grande, les années 0, c'est la petite assemblée du clergé, fixe le don gratuit, après pour parler avec les officiers du contrôle général. Cette situation de la fiscalité, des finances et du Trésor royal est une situation qui est mauvaise, qui est publique, elle est connue. Et alors les citoyens, les sujets plus exactement français, qui ont à cœur le bien public et le bien du roi, inventent une multitude de systèmes, donnent une multitude d'idées au contrôleur général pour récupérer de l'argent. Joël Félix, dans un ouvrage collectif qui s'intitule Études au pluriel sur l'ancienne France, Joël Félix a développé un article qui s'intitule Le bureau des rêveries. C'est page 153-173. Études sur l'ancienne France, un ouvrage de 2003. Le bureau des rêveries. Il a fouillé dans les cartons du contrôle général qui sont conservés aux archives nationales. Il a fouillé cette partie des archives qui regroupe les projets transmis par le public pour donner, pour accorder, pour que l'État puisse rectifier son trésor, son budget. Des avis, ça remonte à très longtemps, sous Henri IV, sous Louis XIII, on avait déjà ces avis du public pour aider le Trésor royal. On en a retrouvé 140, enfin plus exactement, on en a 140 en 1625. Ça donne une idée. Ça donne une idée de l'importance qui peut être dans le public de ces questions financières. On appelle ça des projets de finances. Et donc, ils ont été regroupés par Gaspard Moïse de Fontagneux, regroupés après avoir été étudiés. Ce conseiller d'État est aussi le premier président du Grand Conseil et il travaillait avec le contrôleur général Boulon. Alors, Fontagneux et Boulogne ont étudié ces projets des finances. Joël Félix a regardé ceux de 1757-1758. Il y a 177 projets en 18 mois, mais il y a une quantité bien plus importante de mémoires venant du public pour suggérer des idées de revenus à l'État. Selon Morlet, en 1774, il y avait 1200 mémoires. Un grand mouvement donc d'idées en matière fiscale. Et nous sommes après la guerre de 7 ans
Et puis, il y a eu un certain retour à la liberté. On en a parlé quand on a vu la question de la justice sous Louis XV. Il était interdit à un moment de parler de questions financières, de publier sur ces questions-là dans le public. Donc en 1763-64, et cet interdit a été levé en 1774, d'où cette multiplicité de mémoires sur ces questions. Alors, dans ce bureau des rêveries, il porte bien son nom, il y a beaucoup d'irréalisme. 9 projets sur 10 sont rejetés par nos conseillers avec des qualificatifs qui sont extrêmement durs. Bon, c'est oui, extrêmement dur. Fou, odieux, ridicule, vieilli, usé, extravagant, imbécile, sot, vicieux, honteux, banal, violent, nul, effrayant, tyrannique, visionnaire. On n'a pas le terme mystico-dingo, mais on n'en est pas loin avec ce dernier. 9 projets sur 10 sont donc complètement irréalistes et bien sûr complètement irréalisables. En général, on trouve dans ces projets de finances des solutions assez classiques. Un tiers des projets, c'est-à-dire 60 projets exactement sur les 177 qui ont été examinés par Joël Félix, 60 projets, ce sont les bonnes vieilles recettes d'office et d'emprunt. Alors on en a d'autres, par exemple sur les revenus du tabac. Boulogne va augmenter les taxes de 4 sous par livre à la fin de 1758, par exemple. Donc, des taxes, des emprunts, des offices, finalement, il n'y a pas beaucoup d'imagination. Et on sent chez les conseillers qui ont dépouillé ces projets du public un certain découragement devant ce fatras d'ineptie. Il faut dire les choses. Même des hommes savants, on a le projet de l'abbé de Gouas de Malvès, qui est d'ailleurs un proche de la Pompadour. Il est de l'Académie des sciences, et donc pas n'importe qui. Il propose des choses ridicules. Et puis il y a un certain découragement aussi, parce que, on se rappelle, les parlements font la guerre, une guerre implacable au gouvernement en matière fiscale. Et le clergé, les privilégiés, tiennent à leurs avantages et ils ne lâchent rien. Alors qu'on critique en plus l'immobilisme gouvernemental dans le public, mais d'un autre côté, le gouvernement peut-il bouger une oreille en cette matière face à ses privilégiés, à ses parlements? Quelques applications, cependant, vont être tirées de ces suggestions du public. Par exemple, un projet d'emprunt sur rente viagère, avril 1758. Sur les rentes viagères. Le don gratuit sur les villes, c'est ce qu'on appelle le 100e projet, janvier 1759. Rachat des rentes foncières du clergé séculier, une 10e tontine, une loterie si vous voulez. Bon, de fait, ces projets n'ont pas donné grand-chose pour aider substantiellement le Trésor royal. Beaucoup plus intéressant, c'est le système du financier LAF. Vous avez l'ouvrage sur la question de Edgar Faure,
qui est un ancien président du Parlement, de l'Assemblée nationale, dans les 30 journées qui ont fait la France, donc cette collection de la NRA. Le système de Lass, John Lass, donc pour Lawson. On prononce Lass, en fait ça s'écrit Lau. Vous avez toute une note sur John Lass dans Jacques Sellard. John Lass et la Régence, donc Laos, Lau pour Lawson. Bon. On le voit, n'est-ce pas, on a chansonné, bien sûr, John Lass. Voici par exemple un couplet d'une chanson de rue. L'aspect nouveau de l'État en France fait rire l'un, fait dire à l'autre. Hélas, serait-ce un dieu qui régit la finance? Est-ce un démon sous la forme de Lass? Voilà. Alors donc, le sieur Lass, né en 1671 à Édimbourg, mort à Venise, en 1729. Un Écossais, un aventurier, un manieur d'argent, pas recommandable. Il a fait de la prison pour assassinat, meurtre d'Edward Wilson en duel en avril 1674 à Londres. Jugé, condamné, rejugé, il y a des chicanes, il finit par s'évader en janvier 1695. Il erre France, Italie, Allemagne, Hollande, Écosse, et en Italie, à Venise, qui est une ville peu chère, et c'est pour ça qu'il va se retirer à la fin de sa vie. À Venise, il s'initie au marché des billets, et là, il fait fortune par spéculation. Son petit pécule se monte à 300 000 livres français. En même temps, intéressé de très près à ces questions d'argent, il va ébaucher un système dans un petit ouvrage en 1704-1705, Money and Trade. Son système est relativement simple. L'abondance de moyens de paiement fait la prospérité de l'économie. Donc, pourquoi? Parce que les capitaux permettent d'engager des ouvriers, les ouvriers permettent de travailler, de mettre en valeur, soit des manufactures, soit des terres. Plus d'ouvriers, plus de travailleurs, plus de défrichement, plus de semences, plus de moissons, plus d'argent, plus de profit. Mais les moyens de paiement métalliques, l'or et l'argent, sont limités. Et ça, tout le monde le constate bien. Après ce grand afflux d'or et d'argent venu d'Amérique, au XVIe et au début du XVIIe siècle, on connaît une récession sur ce plan-là. Alors, on ne peut plus faire d'échanges. Donc l'économie se ralentit. Pour redonner vigueur à l'économie, il faut permettre des échanges plus nombreux, par des moyens de paiement nouveaux. Ce sont les billets. Le papier-monnaie permettra l'échange, les échanges, surcroît d'échanges, surcroît de commerce, un surcroît de richesse. Cependant, le papier-monnaie, on peut le gager sur le métal, on peut aussi, et c'est là que, effectivement, Lass peut être considéré comme un visionnaire, on peut aussi le gager sur des biens de production. Et à l'époque, le premier bien de production, et on se rappelle que les physiocrates sont tout à fait dans cette pensée, c'est la terre. C'est la terre qui produit, c'est la terre qui est seule à produire 60 grains pour un qui a été planté. Alors, gageons
sur la terre, sur la richesse de la terre, le papier-monnaie qui va permettre les échanges, les investissements et la prospérité commerciale et industrielle. Voilà l'idée de John Lass. Il y a un talon d'Achille à cette idée, c'est que les variations de la production vont impliquer des variations de papier-monnaie, est engagé sur la production, sur la valeur de la terre produisant. Les récoltes, les prix qui varient, les récoltes qui varient, les prix qui varient selon la demande, selon l'abondance ou pas des récoltes. Donc le système n'est pas si fiable que cela. Il faudra, pour qu'il soit fiable, que une instance supérieure garantisse la stabilité du billet, la stabilité de la valeur du billet, c'est l'État. On rentre donc dans un système étatique et de fait, c'est bien ce qui se passera avec l'expérience de Lass. Alors l'habitude, au tout début, n'est-ce pas, en quelque sorte, on décalque le système actuel, l'or, l'argent, valeur de richesse, on appelle ça le bullionisme, en espagnol bullion, bullionisme. Ce système va être décalé, on remplace simplement l'or et l'argent, le métal précieux, par la production agricole, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, l'habitude d'émettre des billets sur cette richesse de la terre, l'habitude d'utiliser ces billets émis à la place de la vraie valeur que l'on a dans sa main, avec les pièces d'or et les pièces d'argent, l'habitude fera que l'on pourra émettre plus de billets que la valeur réelle exacte de la terre. Et cela sera possible car une confiance aura été accordée à ces billets qui sont comme garantis par l'État. Voilà le système de John Lass, homme de système, dira Saint-Simon dans le portrait qu'il fera de John Lass. Il croyait vraiment en son système. C'est un homme idéaliste. Il voudrait vraiment la prospérité de l'Europe, de la France en l'occurrence, avant l'Angleterre, parce que c'est un Écossais qui n'aime pas trop les Anglais. Et il va tout engager dans son système et il va sortir le premier ruiné de cette opération, de ce système de Lass, de son propre système. Et après cette première course d'aventure, de nouveau de 1706 à 1716, on le voit errant. On a dit qu'il avait connu à l'occasion le régent, le futur régent, Philippe d'Orléans, et qu'il s'en était fait un ami. C'est une légende. Cependant, il s'intéresse vraiment à ces questions de plus en plus près, et il produit en décembre 1713 un mémoire sur l'amortissement de la dette et la création de la Banque de France qu'il envoie au contrôleur général des Marais, qui n'en tient pas compte. Mort de Louis XIV, succession du régent, nouveau mémoire sur l'acquittement des dettes publiques. Alors, ce mémoire est de mai 1715. Il propose de créer une banque et de faire de Paris une place de change, une vraie place financière. Comme vous en avez deux à Londres et
à Amsterdam et créer une banque comme vient d'être créée en 1694 la Banque de Londres, une banque nationale. Ce système donc va être rejeté par le projet. Ce projet va être rejeté une nouvelle fois le 24 octobre 1715. Donc, proposé sous Louis XIV, rejeté sous le régent. Mais on est dans des embarras financiers qui vont obliger le régent à revenir et à être accepté finalement. John Lass va être obligé de revenir, va être rappelé par le régent à la fin de l'année. Donc l'embarras financier qui est angoissant, c'est qu'il y a 1 milliard de dettes après la guerre de succession d'Espagne qui vient de se terminer en 1713, et ce milliard de dettes, il va bien falloir d'une manière ou d'une autre le solder, d'où le système de Lass finalement qui va créer un nouveau secteur de richesse, un nouvel appel de richesse auprès des Français. Alors je vous indique entre autres, je m'appuie sur l'ouvrage de Antoine Murphy, John Lass, économiste et homme d'État, en 2007. Alors, il importe de bien comprendre que la France est prospère. Ce n'est pas un pays qui est dans une situation économique grave. Non, bien au contraire. La France est très prospère. Il y a une richesse certaine. Malheureusement, c'est la fiscalité, c'est le Trésor royal qui est malade. La France est prospère parce qu'on se rappelle que avec la succession d'Espagne, vous avez l'union de ces deux couronnes, pacte de famille en quelque sorte entre France et Espagne. La paix de Ryswick a rétabli les liens commerciaux. Il y aura même un emballement après 1726. Le commerce extérieur est en expansion, le commerce extérieur français, grâce à l'Assiento. Donc des liens commerciaux privilégiés, non seulement avec l'Espagne, mais surtout avec les colonies espagnoles. Alors, donc, ce qui est essentiel à régler dans l'immédiat, c'est remettre un budget royal en équilibre. Or, de fait, on a mal opéré. On a mal opéré. Il y a eu en particulier donc deux opérations deux types d'opérations pour simplifier. La première, qui va être reprise par John Lass, c'est la création des billets de monnaie. Donc, ce n'est pas une nouveauté totale, ce que propose John Lass. Des billets de monnaie, on a déjà fait l'expérience pendant la guerre de succession d'Espagne en 1701. En échange de dépôts de numéraires pour la fonte, donc les gens amenaient leurs métaux précieux, on leur remettait provisoirement des billets de monnaie pour une somme tout d'abord assez faible. En 1703, il y a moins de 7 millions de livres qui ont été émis ainsi.
Mais la guerre se prolongeant, les Français continuant par patriotisme à déposer faire leur prêt, en quelque sorte, auprès du roi, en déposant leur valeur, on a évalué à 173 millions les billets émis en échange de ce dépôt provisoire de valeur auprès du contrôle général, de valeur monétaire métallique. De fait, ce chiffre est très surévalué. Il faut les billets, n'est-ce pas, qui étaient émis en échange du métal n'avaient qu'une valeur de 25% du chiffre, du titre marqué sur le billet. Donc il faudrait réduire cette somme par 3. Par 3. On a commencé assez rapidement à rembourser, mais on n'a pas remboursé, on n'a pas rendu l'argent, le métal qui avait été déposé, on a remboursé par des emprunts, par des rentes de l'hôtel de ville à partir de janvier 1700. Et puis, en 1711, février 1711, cette opération, cette expérience a été terminée, n'est-ce pas? Tous les billets avaient été convertis en rente de l'hôtel de ville. Cette première expérience a laissé une trace défavorable dans l'esprit des Français. Amelot, qui est le président du Conseil du commerce, le reconnaît dans une lettre à John Lass du 18 octobre 1715, n'est-ce pas, quand on refuse, on renonce à nouveau à ce projet de John Lass. Donc c'est la raison que donne Amelot. La première expérience de billet s'est mal passée. Les Français n'ont pas confiance. Mais, de fait, on va bien être obligé de rappeler John Lass très rapidement, 2 mois plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième type d'opération financière qui a été faite et qui est faite de tout temps par les États qui sont aux abois, par le Trésor des États qui sont en déficit. C'est de jouer sur la valeur de la monnaie. L'unité de mesure dont on parle habituellement dans tous les jours, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle la livre tournois. Auparavant, c'était l'écu, avant le XVIe siècle, au début du XVIe siècle. C'est maintenant la livre tournois, c'est l'unité de mesure. Une livre fait 20 sols, un sol fait 12 demi. Nous ne sommes pas dans le système décimal. Ça ne facilite pas trop les choses pour comprendre. Donc, la livre, la sol, la livre, le sol, le denier. Nous, aujourd'hui, nous avons le centime et puis l'euro. Autrefois, on avait le franc. Cela dit, ceci, c'est une unité de mesure. Cela correspond à une valeur métallique. Et on peut jouer sur cette valeur métallique, d'évaluation ou réévaluation. Exemple, à partir de janvier 1713, le louis d'or fait 20 livres. En janvier 1713. En septembre 1715, le louis d'or fait 14 livres. Ça veut dire quoi?
Eh bien, ça veut dire que on a opéré une diminution dans la valeur de l'or, mais une révalorisation dans la valeur de la livre. Parce que la livre pèse un poids d'or plus important en 1715 qu'en 1713, puisqu'il faut moins de livres pour faire un louis d'or, une même valeur d'or. On est passé de 20 à 14. Mais l'État a 1 milliard de dettes. Comment faire pour réduire ce milliard de dettes, en tout cas en partie et le plus vite possible? Parce que les dettes, ça veut dire des emprunts, et les emprunts, ça veut dire qu'il faut les rembourser avec intérêt. Alors, on imagine dans la rapidité, un peu dans l'affolement, d'augmenter, non pas de diminuer, mais d'augmenter. Et c'est ce qui se passe en septembre 1715. On va revenir à la valeur de 20 livres pour l'or. C'est une augmentation. En réalité, vous avez dévalué la livre. La livre, c'est ce avec quoi on échange. C'est donc la mesure de l'argent quotidiennement utilisé. Vous avez donc une livre qui coûte beaucoup moins cher. Si votre dette est gagée sur l'or, avec un même nombre d'or, un même poids d'or, vous avez beaucoup plus de livres. Et donc, finalement, votre dette en livres va avoir beaucoup moins de valeur, tout en gardant le même nombre de livres. Vous n'êtes plus obligé que de donner un quart en moins d'or. Vous faites une économie de 25% en faisant passer de 14 à 20 livres le louis d'or. Si je me suis bien exprimé, j'espère que vous avez compris. Donc, cette augmentation est favorable à l'État, mais c'est très défavorable aux rentiers, les gens qui touchent un fixe en livres, et voilà que ce fixe a beaucoup moins de valeur. C'est toujours le même nombre de livres, mais c'est beaucoup moins en or. C'est la même chose pour les salariés qui touchent un fixe. Au contraire, cela est favorable aux employeurs, ceux qui payent, et qui vont payer en or, en argent, le système équivalent en argent. Alors, les particuliers, les possesseurs, voyant cela, vont envoyer leur or et leur argent en Hollande. Et il y a une perte de liquidité en France, et donc un ralentissement des investissements et du commerce. Le régent, pour pallier à cette fuite d'or et d'argent, demande par édit que les métaux possédés par les Français seront amenés à l'hôtel de la monnaie pour y être frappés. C'est un édit du mois de décembre suivant. Mais de fait, avec le système de cette augmentation, c'est-à-dire cette dévaluation de la livre, ceux qui amèneront 10 louis d'or, qui représenteront 140 livres, on leur rendra, mais ils auront perdu
ils auront autant de livres, mais moins d'or. De fait, donc, l'or et l'argent s'échappent vers la Hollande ou vers l'Angleterre, surtout vers l'Angleterre. Alors, devant cette situation, eh bien, on fait appel à John Lass, puisqu'il a un système qui apparaîtrait comme un système miraculeux pour sauver le trésor royal. C'est l'expérience de John Lass. Quel est son système? Comment fonctionne-t-il? Pas compliqué du tout. Vous avez une banque générale, c'est ainsi qu'on l'appellera, le 2 mai 1716. Cette banque générale est unie à une compagnie maritime, une compagnie commerciale, la Compagnie d'Occident. Elle reçoit ses lettres patentes en août 1717. Cette Compagnie d'Occident exploite une richesse. Quelle est cette richesse? Une richesse terrienne. Il s'agit de la rivière. La Banque Générale deviendra la Banque Royale le 4 décembre 1718. Et cette compagnie d'Occident recevra en plus l'exploitation de fermes, d'impôts directs et d'impôts indirects. Cette banque de Lass est soutenue par le régent. C'est très important. Beaucoup de Français vont investir dans cette banque, en quelque sorte, pour plaire au régent, par confiance envers le régent et envers le roi. Cette banque va être nantie de très gros avantages. Par exemple, les lettres de change. Donc, vous avez déposé de l'argent à un endroit, on vous donne une lettre de change, et à un autre endroit, vous allez pouvoir récupérer l'argent dans cette succursale de cette banque. Les lettres de change, bien sûr, moyennant une petite contribution que vous laissez à la banque. Cette contribution est extrêmement faible, 6% par an, alors que dans la banque de Samuel Bernard, on demande 48%. Donc, il y a des avantages pour inciter les Français à déposer leur argent dans cette banque du régent, cette banque royale. Les conversions de monnaie étrangère seront gratuites. Là aussi, quand on change de l'argent, on donne toujours une contribution au changeur. Là, ça ne sera pas le cas. Même chose pour les gratuités de l'escompte. Cela est dicté à l'été 1716. En même temps, John Lass a pour but de favoriser les billets par rapport à l'or et à l'argent. On va continuer la dévaluation de l'écu et du louis d'or, alors que le cours des billets sera fixé sur la livre, et non pas sur l'or et sur l'argent. Et c'est ainsi que, en avril 1720, on arrive à 36 livres pour l'or, pour le louis d'or. On a donc un très gros avantage à déposer son argent dans cette banque, sachant qu'on obtiendra des livres qui, elles, sont gagés sur des actions, des billets de livres gagés sur des actions. Et
il y a un extraordinaire bénéfice qui est promis à ces actions. Donc, l'action coûte 500 livres. Une action dans la Compagnie d'Occident. Et on promet en fin d'année déjà de récupérer un quart de ce que l'on a déposé. C'est-à-dire 150 livres. Donc c'est très intéressant. Et on va alors se ruer à l'achat de ces actions. Et l'action va grimper. Elle va grimper très vite. En 2 ans, elle sera passée de 500 à 9000. Et il y a des milliers d'actions qui vont être établies par John Lass. C'est là d'ailleurs une erreur de sa part. Parce que trop d'actions vont finalement aboutir à une dévalorisation de l'action, car ce qui se passe, c'est que l'action monte, mais le pourcentage, plus exactement la rétribution à la fin de l'année, lui reste semblable, de 100 livres. Alors, évidemment, 150 ou 200 livres. Alors évidemment, le pourcentage baisse en flèche, puisque l'action monte, mais la rétribution fixée reste toujours la même. Et lorsqu'on va se rendre compte de cela, alors les actions vont perdre toute leur valeur, et ça va être une crise de confiance et l'effondrement du système. Un système qui est monté extrêmement haut, puisqu'on va aller jusqu'à 12 000 livres, donc 300% d'augmentation en décembre 1710. Voilà, trop grande émission. Et alors exactement, on va tirer 1 milliard de billets gagés sur les actions. Les actions elles-mêmes, 194 000 actions, qui feront monter à 1,8 milliard la valeur de ces actions, tout ensemble. Les actions donc, qui vont passer de 500 à 9000 livres. $1,8 milliard. Alors à partir de ce moment-là, il y a un tel profit que la banque de John Lass transmet 1 milliard au Trésor royal. Ainsi, les dettes de Louis XIV, laissées par Louis XIV, peuvent être entièrement amorties. 1,2 milliard exactement.
Mais donc, cette erreur d'avoir trop émis de billets, de ne pas avoir maîtrisé la spéculation, et d'avoir à côté de cela manipulé or et argent, ces manipulations monétaires qui ont déprécié le métal, font que la confiance s'est effondrée. Donc on est monté même jusqu'à 18 000 livres à l'été 1719, et en janvier 1720, on est redescendu à 9 000 livres, et alors là, les gens perdent confiance et vont se ruer pour vendre comme ils s'étaient rués pour acheter, rue Quincampoix. C'est la première bourse parisienne. La rue Quincampoix est une petite rue qui fait 5 pieds de large, c'est pas très grand, 2 mètres, hein, sur 150 de long. Elle est fermée par 2 sheds, d'un côté et de l'autre. Une entrée est réservée pour la noblesse. Cette rue Quincampoix se trouve entre la rue Saint-Denis et la rue Saint-Martin. Le jour, on vend, et alors on vend en plein air. La nuit, c'est interdit pour ne pas déranger les habitants qui dorment dans les étages. On va établir des boutiques en bois sur les toits pour gagner de la place, pour être toujours plus haut. Et les gens alors se pressent pour acheter. Un bossu sert de pupitre, il est bien célèbre. Un savetier prête son échoppe, la loupe plus exactement, de 100 livres le jour. Et la rue va fonctionner ainsi de l'été 1719 au 22 mars 1720. C'est une ruée. Depuis Bruxelles, depuis Strasbourg, depuis Bordeaux. On attend 2 mois, les diligences sont submergées. On va voir des hausses extraordinaires de 11% le temps d'un déjeuner. La veuve Chaumont s'est fait 10 millions de livres. Elle achète un château à Évry. C'est à cette époque que l'on forge le terme millionnaire. Il est inconcevable de voir les immenses richesses qu'il y a maintenant en France. Je n'y comprends rien, dit la douairière d'Orléans, mais je vois clairement que le dieu Mammon règne sur Paris en monarque absolu. Oui, parfois, ce monarque absolu est un assassin, on retrouve des corps dans la Seine, le courtier Lacroix est assassiné par le marquis de Lestan et par le marquis de Conti le 18 mars 1720, ils sont frustrés de ne pas avoir eu des renseignements pour faire leurs affaires. John Las, au moment fastueux, abjure son presbytérianisme pour se convertir au catholicisme. Il est enterré à Venise, d'ailleurs, dans une église, dans le fond d'une église, on voit bien. Il abjure à Melun. Et il marie il se marie avec Catherine, la femme de M. Séguier, décédé récemment. Donc, le système va vivre trop bien, trop vite, et va s'effondrer en quelques mois. Et il faut fixer l'action à 9 000 livres le 5 mars 1720. Les gens se battent à ce moment-là pour vendre. Il va y avoir même jusqu'à 16 morts étouffés en juillet 1720, tellement la presse est importante. Tout d'un coup, on s'est rendu compte que la Louisiane n'était qu'un marais avec des alligators, qu'elle n'avait pas du tout la valeur qui était représentée par les actions. Les actions se sont effondrées et les billets avec. Mais les billets, plein de gens ont des billets. Il y a des petits porteurs, il y a des billets de 10 livres, il y a des billets de 100 livres, peu de choses. Il va falloir rembourser ces petits porteurs. Comment faire? On remboursera les billets en dessous de 100 livres pour les ouvriers. Mais tout le monde ne pourra pas réobtenir la mise que l'on a mise dans la Compagnie d'Occident.
la confiance est irrémédiablement perdue. Il faut reconnaître aussi que John Lass a été victime d'un certain amateurisme de sa part. Nous avons vu ces 3 erreurs principales. Victime aussi des autres financiers qui ne lui ont pas fait de cadeau. Victime du retrait des financiers anglais en particulier, qui lorsqu'ils ont vu en septembre 1719 que la situation devenait extrêmement dangereuse, ils ont retiré leur valeur. Il est victime aussi de la grande peste qui frappe le sud de la France. Il y a le mur de la peste qui entoure tout le Languedoc, qui sépare hermétiquement, plus ou moins, vous en savez quelque chose, le reste de la France du Languedoc et qui réduit une grande partie de l'économie française à néant. Le Languedoc et Marseille, et ben, ce sont les ports et tout le commerce avec la Méditerranée passe par là. Réduit à zéro, l'économie française souffre à ce moment-là gravement, entre juillet 1720 et février 1721. Impossible non plus de garder des relations commerciales avec l'Italie. Et on est obligé de passer par la Suisse, ce qui complique beaucoup les choses. Les Français, enfin pour terminer, une des dernières causes qui explique cet échec, les Français ont été trop avides, bien sûr. C'est le dieu Mammon, comme le disait la douairière. Y a-t-il eu de graves malversations? Il y en a eu, oui. Le premier commis de Lass a volé 40 millions en or et 10 millions de pierreries. Il va fuir à Berlin et il deviendra conseiller du roi d'ailleurs. Le secrétaire particulier de Lass, Domenico Angelini, un inspecteur de la Banque Générale, Fénelon, F-N-E-2-L-O-N, qui a volé pour 20 millions. Donc le premier commis de Lass. Bon, le caissier François Potral, un commis 30 millions, un commis Colli 25 millions, Demeuve, directeur de la Compagnie des Indes, a volé 60 millions, Étienne Bourgeois, le caissier principal, 60 autres millions, Tarquini, le caissier adjoint, 77 000 louis d'or, c'est-à-dire 7 millions de livres. Donc il y a eu aussi ces malversations et de la part d'hommes dont on espérait toute confiance. Cela n'a pas aidé non plus. En tout cas, le résultat, il est le suivant. C'est que en novembre 1720, la compagnie enregistre 3 milliards de déficit, 3 milliards de dette publique. C'est une banqueroute qui est prononcée alors par les frères Paris, chargés de régler la situation. Les comptes en banque sont fermés, un tiers de la dette est annulé. On arrive à retrouver le système, le niveau de 1714, 1715, c'est-à-dire 1 milliard de dettes laissées par Louis XIV. C'est une opération blanche, avec la différence que la confiance s'est complètement effondrée et que vous avez une bonne partie de Français qui ont été ruinés. En particulier les hôpitaux, les couvents, les petits porteurs, des gens des mains mortables qui avaient mis leur argent là, alléché bien sûr par l'aubaine, des possibles profits qu'on leur faisait miroiter. Le cours du billet est suspendu le 10 octobre 1720. Il ne vaudra plus rien le 1er novembre à sa disparition. Alors les rentes qui ont été constituées sont éteintes, ce qui va être au détriment de ces communautés religieuses, ces hôpitaux. On note aussi
développement, l'immoralisme. La régence, de ce côté-là, est extrêmement grave, on peut dire, sur le plan moral. C'est-à-dire que on pouvait... c'est-à-dire que cette opération, ce dieu Mammon, n'est-ce pas, a conquis les cœurs. Et il a conquis les cœurs de beaucoup de monde, car il y a 511 000 dossiers dans la banque de John Nass. 511 000 dossiers, c'est-à-dire un foyer sur 12. En 1721. Il y en avait 10 000 en 1707, au début de l'opération. Extraordinaire succès. Alors, on est venu de partout, n'est-ce pas, pour reprendre des actions, surtout de Paris, 108 000 dossiers pour les Parisiens, 370 000 pour les provinciaux, et le reste, ce sont des étrangers. Alors il faut épurer les comptes. Un arrêt du 16 février 1721 confie à 3 conseillers d'État et à 54 bureaux le rôle d'épurer ses comptes, éplucher ses dossiers, rembourser comme on peut, 1500 commis comptables, 100 commissaires, on va vérifier les actions, 100 000 dossiers en réalité vont vraiment être étudiés et les 4/5 restants abandonnés, bien évidemment. On récupère 187 millions de taxes, le coût de l'opération 9 millions, et les archives sont brûlées en place de Grève dans une grande cage de 4 mètres sur 3. C'est la fin de l'opération de Laas. Elle n'est pas complètement négative. Le système a désendetté le monde rural à 50%. L'intérêt a baissé, les prix ont augmenté, donc c'est une preuve de prospérité. La dévaluation de la monnaie métallique n'a pas été que négative. Des biens fonciers sont passés à des personnes plus dynamiques. On reviendra à la prospérité assez facilement. On fixe en 1728, c'est Dodin qui va fixer, 1726, pardon, on va fixer la parité entre les livres et l'or à 14 livres pour un louis et à 4 livres l'écu. Cette parité va être reconduite l'année suivante et demeurer ainsi jusqu'au franc germinal de Napoléon, c'est-à-dire pendant tout le XVIIIe siècle. Une extraordinaire stabilité monétaire. On doit noter aussi que le commerce a connu une bonne commerce extérieur, une belle embellie. En 1716, 70 millions de livres. En 1730, on est à 174 millions. 1740, 293, et 1743, 308 millions.
il semble bien que l'expérience de Lasse ait dopé ce commerce extérieur. Donc, on doit reconnaître que on est arrivé à, malgré tout, surmonter les difficultés laissées par Louis XIV, les dettes de la guerre de succession d'Espagne et même du règne en général de Louis XIV. Oui, cette stabilité monétaire que je vous indiquais en 1726 date exactement du 15 juin 1726 et a été reconduite de façon définitive le 11 novembre 1738. Voilà, le système de Lasse a laissé mauvaise trace dans la mentalité des Français. Mauvaise impression. Et on sera les derniers, en quelque sorte, à venir à ce système de billets. Mais, de fait, on peut dire que l'expérience n'a pas été complètement nulle. Et s'il y a une prospérité dans le Royaume de France, dans cette première partie du XVIIIe siècle, on le doit d'une certaine manière en partie à ce système de Lasse. Catastrophique pour le Trésor royal, pour les petits porteurs, mais finalement bénéfique pour l'économie en général. Nous verrons dans la prochaine communication, si vous êtes encore là, si vous êtes toujours confinés, et j'ai peur malheureusement que ça va être le cas encore, eh bien nous verrons la suite et la fin de ce chapitre. Et nous aborderons les questions donc, de l'évolution du Trésor royal, et en particulier du budget royal, durant tout le XVIIIe siècle. Et puis ensuite, nous verrons ces quelques questions plus pratiques de la corvée royale, qui est un exemple, premier exemple, je peux dire, d'économie dirigée directement par l'État. Allez, bon courage!